Bonjour de Berlin, où il pleut et où je suis coincée à la maison, comme vous d'ailleurs en Belgique. C'est vraiment dommage, j'aurais tellement aimé venir vous voir et c'est vrai que ça aurait été beaucoup plus agréable d'avoir un dialogue entre vous, entre nous, d'entendre ce que vous avez à dire de ces livres, plutôt que de faire un monologue comme ça dans ma chambre de travail à Berlin. J'espère que tout va bien, j'espère que vous avez eu le temps de lire, que vous avez surtout eu envie de lire. Et c'est vrai qu'une situation pareille, si on veut ouvrir une fenêtre sur le monde, et ben, la lecture c'est un des meilleurs moyens, pas le seul. Écouter de la musique, regarder des films, regarder Netflix aussi, je trouve que c'est trop dur de dire aux jeunes lisez, lisez, lisez et de leur interdire de faire quoi que ce soit d'autre. Il y a tellement de moyens d'ouvrir les fenêtres de son appartement. Et c'est vrai que les livres sont une très belle façon de s'échapper. J'espère que vous aurez trouvé dans la pile de ceux, les 6 qui ont été choisis pour ce concours, un qui vous a vraiment, un ou deux, ou même plusieurs, qui vous a vraiment enthousiasmé. J'ai pensé commencer aujourd'hui par le livre de Connie Palmen, Ton histoire, mon histoire. Connie Palmen qui est un écrivain néerlandais. Et c'est l'histoire d'un couple mythique, d'un couple de la littérature que tout le monde connaît, plus peut-être par leur histoire que par leurs écrits, ce que je trouve toujours un petit peu triste. Ted Hughes est un écrivain britannique, c'est un des plus grands écrivains anglais. Il est très très connu en Angleterre et je pense qu'il est davantage connu à travers le monde par son histoire tragique avec Sylvia Plath que par ses écrits. En Angleterre, il a été dans les dernières années de sa vie le poet laureate, c'est-à-dire que c'est un poète qui est nommé par la cour royale d'Angleterre pour faire des poèmes de circonstance. Je pense qu'il a dû faire un des mariages royaux, il a fait des poèmes pour l'anniversaire de la reine. C'est un peu le fou du roi, et ça vous montre quel statut il a en Angleterre. C'est un poète que j'aime beaucoup, que je lis depuis très longtemps, qui écrit des textes très forts sur la terre, sur l'Angleterre, sur la campagne anglaise, des textes très forts, très charnels, et que j'admire énormément. Sylvia Plath, c'est une poétesse américaine qui, je pense, est moins connue, en tout cas, moi j'en avais moins entendu parler évidemment que Ted Hughes, mais qui a été érigée par les féministes américaines qui sont un peu coriaces, qui a été érigée en victime de ce mariage, un mariage qui a duré 7 ans. Et 2 personnes qui écrivent, 2 personnes qui sont créatrices dans un couple, c'est toujours très très compliqué. Chez eux, ça allait été énormément, et puisque vous avez lu le livre, vous savez que c'était un mariage terrible, enfin fait de haut et de bas, et que finalement Sylvia Plath a fini par se suicider, elle avait 2 petits-enfants, elle a fini par se suicider de désespoir. Alors ce que je trouve très fort dans l'histoire, dans le propos de Connie Palmen, très courageux aussi, c'est qu'elle a eu le courage de prendre, pas le parti, parce qu'elle essaie de rester très neutre, très objectif, de simplement raconter d'une façon littéraire les faits, l'histoire de ce mariage, mais simplement de donner la voix à Ted Hughes. Parce que pendant des années, on a toujours, je veux dire, la chose s'était figée comme ça, Ted Hughes était le monstre, le méchant, et elle était la pauvre victime de cet homme complètement narcissique. Et quelques années avant sa mort, je crois que Ted Hughes est mort en 1998, et 2 ans avant, il a publié ce petit livre-là, qui est un très beau livre qui s'appelle Birthday Letters, et ce sont des poèmes qu'il écrit sur son histoire avec Sylvia Plath. Et c'est la première fois depuis sa mort, elle est morte au milieu des années 60, depuis son suicide, qu'il prend la parole. Il a été tout de suite accusé après la mort de Sylvia Plath de l'avoir martyrisée, et pendant des années, des décennies, il s'est tu, il a refusé de parler de cette histoire. Et 2 ans avant de mourir, il publie ce livre où il raconte sa version des faits, l'histoire de leur amour, d'une façon ce sont de très très beaux poèmes, et sans l'accuser, de façon très, très triste aussi. Et c'est sur ce livre-là, et sur des lettres de Sylvia Plath, que Connie Palmen s'est appuyée pour écrire son livre, parce que c'était impossible d'inventer une histoire comme ça aurait été de très mauvais goût. Donc si vous voulez, c'est de la littérature, mais basée sur les textes de quelqu'un. Elles re-racontent leur histoire, mais en utilisant leurs mots à eux, ou leur version des faits à eux. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais tout au début, ce que je trouve très beau, Ted Hughes, c'est donc dans son monologue, dit que bien entendu, elle était la sainte, la fragile, et moi le traître et le méchant, je me suis tue jusqu'à maintenant. Donc, pour lui, c'est important, juste avant de mourir, ou quelques années avant de mourir, de raconter
cette histoire. Et on découvre deux étudiants qui se rencontrent à Cambridge. Lui est étudiant en anthropologie, je crois. Elle est une jeune américaine qui est venue faire ses études en Angleterre. Elle est belle, elle est un peu folle, elle est en tout cas beaucoup moins coincée que les Anglaises qui sont toujours un peu réservées et venant de bonne famille quand elles font leurs études à Cambridge. Elle est extravagante, toute la fac, toute l'université est amoureuse enfin tous les garçons sont amoureux d'elle. Ted Hughes évidemment tombe totalement sous le charme. Ils ont une histoire qui commence et qui est très 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 forte, et dès le début on sent qu'elle est tellement excessive, elle est tellement passionnelle, que très vite on sent que les choses vont dégénérer. Et les amis de Ted Hughes lui disent mais attention, ils n'ont pas l'air convaincus. Enfin, on sent tout de suite le germe d'une histoire qui va aller mal. Et il raconte très bien la fragilité de cette femme, qui est très très émouvant, sans la condamner à aucun instant. Mais combien elle est fragile, combien elle a du mal à mener sa vie. Elle aimerait écrire, mais elle n'y arrive pas. On ne sait pas vraiment si elle a du talent ou pas. Ils ont besoin d'argent, donc elle enseigne à l'université aux États-Unis, mais elle déteste son travail. Enfin, elle est tout en haut, en bas. Ensuite, elle a des périodes de dépression. Enfin, ça doit être aussi un enfer, un mariage avec une femme pareille. C'est difficile pour un homme, enfin, pour le partenaire, quand l'un des deux est fragile psychiquement. Et donc ça, je trouve que c'est raconté d'une façon très forte par Connie Palm, avec une langue très volubile, très dense, qui traduit bien les hauts et les bas des émotions, de l'état émotionnel de Sylvia Plath. Donc c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Je ne sais pas s'il vous plaira, parce que c'est quand même un livre particulier. Je ne sais pas s'il intéresse des jeunes de votre âge, mais je trouve que c'est un livre important et oui, que j'ai. Deuxième livre, David Fuenquinos, un auteur français, Le mystère Henri Pic. Alors ça, c'est un livre qui pose tout le problème de l'auteur, le problème de l'auteur et du texte. Quand j'ai fait des études de littérature, et c'était dans les années 80. Dans les années 80, dans les universités françaises, on vous disait il n'y a que le texte qui compte. Peu importe qui est l'auteur, dans quel sexe il a vécu, quel genre de biographie il a eu, quel genre de vie il a eu, l'important c'est le texte et le texte pur. Et j'ai l'impression qu'on en est complètement revenu. Maintenant, il me semble, et ce livre l'illustre bien, que plus que le texte, quelquefois, c'est l'auteur qui est important. Et qu'en fait, quand on voit ce qui paraît dans les maisons d'édition, très souvent, il faut que l'auteur soit une personnalité flamboyante et une histoire à scandale. On pense à des auteurs comme Houellebecq ou comme... Enfin bon, il y a vraiment un culte de l'auteur. Il faut que les femmes soient assez belles pour pouvoir être montrées à la télévision. Il faut qu'il y ait un mystère. Et on a l'impression que les livres, c'est plus une stratégie de marketing de l'auteur que la qualité du texte lui-même. Et donc ce livre-là est une satire de cette tendance de l'édition, certainement en France, mais je pense que c'est partout pareil, de vouloir faire une story. On appelle ça d'ailleurs une story. Est-ce qu'on va pouvoir vendre l'auteur comme story dans les magazines ? Donc un auteur plutôt effacé, qui n'est pas très beau, qui n'est pas très flamboyant, mais qui écrit des textes splendides, il a malheureusement, et je trouve que c'est scandaleux, moins de chance qu'un auteur entouré d'une aura de mystère. Et là, c'est très très beau dans cette histoire, donc je la rappelle très 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 rapidement. C'est une jeune éditrice parisienne, Delphine, qui découvre dans la petite ville où sont originaires ses parents qu'un bibliothécaire a une idée génie, je trouve une idée magnifique, et on aurait pu faire un roman juste autour de ça. Il a dans sa bibliothèque créé une section pour les manuscrits refusés. Vous savez que les maisons d'édition reçoivent des tonnes de manuscrits tous les jours, et évidemment 99,9% de ces manuscrits sont refusés. Si on a de la chance, on reçoit une petite lettre en disant que c'est un texte qui ne convient pas à notre ligne éditoriale, et si on n'a pas de chance, il n'y a jamais de réponse. En tout cas, tous ces gens qui pendant des années écrivent, mettent tout leur espoir, passent un temps fou à écrire, se prennent pour de grands écrivains, peut-être certains le sont-ils, et qui ne sont pas reconnus, qui mettent leurs textes à la poubelle ou qu'on retrouve des années après dans leur tiroir. Ce bibliothécaire de cette petite ville de Bretagne décide de les accueillir, de créer une bibliothèque des textes refusés. Arrive Delphine, donc cette jeune parisienne, qui travaille pour Grasset, je crois, pour une grande maison d'édition française,
et elle découvre le texte d'un certain Henri Pic. Elle découvre un texte absolument magnifique qui a été refusé, d'un type complètement anodin, enfin inconnu, et elle découvre très vite que c'était le propriétaire de la pizzeria de la petite ville. Et à partir de là commence toute une histoire. Elle se dit, un propriétaire de pizzeria, elle va voir sa femme dit, mais c'est pas possible, il n'a jamais ouvert un livre, il ne s'intéresse pas, je sais pas quand, il faisait des pizzas, il travaillait énormément, je ne sais pas quand il aurait écrit. Donc, petit à petit, commence une histoire au bout de neige comme ça, où, et je trouve que ça, David Fuentinos le fait très bien, où le lecteur est complètement mené en bateau. On pense d'abord que c'est Pic, ensuite l'auteur de ce livre, ensuite on pense que c'était le bibliothécaire lui-même qui était complètement inhibé, qui n'a jamais réussi à dire son amour à la femme de sa vie, qui finit par s'en aller. On pense, et puis comme ça rebondit, ce livre change la vie de tas de gens. Et ce qui est surtout intéressant, c'est que finalement, le mystère Henri Pic, le mystère qui est l'auteur de ce livre, qui est un succès foudroyant dans les librairies, dont tout le monde parle, toutes les émissions littéraires, qui est-il? C'est plus important que le texte lui-même. Et à un moment donné, un ami journaliste de Delphine lui dit « Mais écoute, ce texte est nul, il est lent, il y a des clichés, il est vraiment fade. Tu aurais pu publier un catalogue de Ikea, personne n'aurait remarqué la différence. » C'est une toute petite phrase. Et tout à coup, on se dit « Oui, personne ne parle de la qualité du texte, tout le monde parle de ce mystère autour de l'auteur. » Et ça, je trouve que c'est vraiment dramatique. Je trouve qu'il l'a très bien fait. Je n'ai pas lâché ce livre, alors que je trouve qu'il n'est pas tellement bien écrit, même pas bien écrit du tout. Je ne sais pas la qualité de l'écriture qui vous transporte, c'est que simplement, il sait bien tirer ses ficelles. Ça se lit comme un roman policier. Et j'ai pensé à la fin, parce que quand on est, comme moi, on est quelquefois un peu hautain, on aime les très bonnes littératures, on se dit, c'est un livre que j'aurais jamais lu. Moi, je ne lis pas les choses d'un très grand succès, je lis plutôt des choses un peu plus... Donc, on est un peu prétentieux, vous avez compris. Et je me souviens d'un très beau dessin de Claire Bretéché. Claire Bretéché, c'était une humoriste qui faisait des dessins, qui vient de mourir, et qui faisait des dessins dans la presse française, des caricatures, et c'est un dessin où on voit des critiques de cinéma dans une salle de cinéma la salle est sombre, ils regardent un film, ils rient, ils se plient en quatre, ils trouvent ça extraordinaire, c'est un film un peu simplet, pas trop compliqué, mais ils sont complètement transportés, ils oublient tout, la lumière s'allume, puis ils reprennent leur position de critique de cinéma un peu intellectuelle, et ils disent « Oh, ce film, finalement, c'était pas bien du tout. » Et je trouve que c'est exactement ça. En fait, je l'ai lu du début à la fin, j'ai pas pu m'arrêter, et maintenant, je peux pas vous dire qu'il n'était pas bon. C'est vrai que c'est pas très bien écrit, c'est pas un très grand livre, mais c'est vraiment un livre que je vous conseille quand on est confiné chez soi par le coronavirus, et je suis sûre qu'il a beaucoup de qualité, c'est une belle histoire, et c'est très drôle à lire. Voilà. Troisième livre, Peter Stamm. Alors moi je l'ai lu en allemand, ça s'appelle Weit über das Land. Et là aussi, c'est l'histoire de quelqu'un qui disparaît. Un homme, un soir, après avoir bu un verre de vin avec sa femme, sur le banc devant leur très jolie maison, la famille rentre de vacances, il y a 2 enfants, une idylle parfaite, on a l'impression qu'aucun nuage sur cette fin de soirée. Pendant que sa femme met ses enfants au lit, il se lève, il ouvre la porte de la maison et il s'en va. Et personne ne sait pourquoi. Et ça, c'est vrai que c'est un thème récurrent en littérature et un rêve que peut-être vous êtes peut-être encore trop jeune, mais que beaucoup de gens ont, je pense, à un moment donné, c'est de se dire « Et si je partais? Et si je laissais tout derrière moi? Et si je changeais de vie? Et si j'allais vivre dans un autre pays? Et si je devenais anonyme? Si je recommençais à zéro? Si je renaissais ?» C'est un thème que je trouve absolument fascinant et qui est évidemment une excellente idée pour un roman. Le parti pris qu'a pris Peter Stamm, c'est de ne jamais entrer dans le monologue intérieur de Thomas, celui qui s'en va, Thomas, le père de famille qui s'en va. On ne sait absolument pas du début à la fin pourquoi il est parti. Il n'y a aucune raison apparente, il est marié, c'est un couple qui a l'air de bien fonctionner, il a 2 enfants très jeunes, il a un travail, il a une jolie maison, apparemment une famille tout autour des grands-parents, etc. Enfin, la vie parfaite, sans nuages, en ligne droite, comme une autoroute, sans accroc, et pourtant il s'en va. Et je trouve ça intéressant
et en même temps dommage qu'on ne rentre pas dans la psychologie du personnage, ou au moins qu'il n'y ait pas d'indice sur les raisons. Alors à la fois c'est assez fascinant, quelqu'un qui s'en va, on a presque l'impression qu'il est amnésique, qu'il a perdu la mémoire. Le problème, c'est qu'on nous emmène, au lieu de décrire ce qui se passe à l'intérieur de lui, on nous décrit ce qui se passe à l'extérieur de lui. C'est-à-dire que cet homme marche pendant des pages et des pages et des pages de descriptions de routes, de forêts, de paysages suisses, d'alpages. Et je dois vous dire que ça m'a exaspérée. Je crois que c'est vraiment le livre, je ne devrais pas le dire aussi clairement, mais que j'ai le moins aimé de tous. Je trouve ça très mal écrit, très ennuyeux. Son personnage à lui, il est un peu plat, mais alors son personnage à elle, c'est vraiment la bobonne suisse, c'est pas possible, qui s'occupe de ses enfants, qui raconte pendant 3 paragraphes comment elle plie le linge sale, elle le met au bas des marches, elle range les chemises, et on a envie de lui dire, mais on s'en fout, arrêtez, coupez-moi tout ça et venez-en. Enfin, il y a un manque d'économie du langage. Alors est-ce que c'est peut-être pour décrire justement que la banalité du quotidien de cette femme, de cette famille, où bon, oui, évidemment, on fait le linge, on continue à accomplir tous ces gestes du quotidien, et en même temps, il y a cet événement extraordinaire d'un homme qui disparaît. Est-ce que c'est peut-être pour mettre les deux en contraste? C'est vrai que ça, c'est pas une mauvaise idée, mais enfin, moi, il m'est vraiment tombé des mains, ce livre-là. Et il est devenu beaucoup plus intéressant à la fin, quand tout à coup, on se rend compte qu'elle, bon, ça y est, il a disparu depuis des années, et elle commence à nous dire qu'elle est certaine qu'il n'est pas mort. La police vient un jour, a découvert un corps au fond d'un ravin et dit ça y est, on l'a retrouvé. Donc tout le reste de la famille, les enfants, tout le monde dit il est mort et arrive à faire le deuil, parce que c'est difficile de faire le deuil de quelqu'un qui n'est pas mort. Mais elle, par contre, elle est persuadée qu'il vit encore. Et là, elle commence à nous raconter, leurs deux histoires se croisent, c'est-à-dire qu'on ne sait plus est-ce qu'il est vivant, est-ce qu'il est mort. Elle raconte un chapitre, ensuite on le voit lui, vagabonder à travers le monde, et on se rend compte, elle raconte son histoire, et elle parle de lui, elle le raconte lui. Et là, ça devient vraiment, enfin le dernier quart du livre, heureusement que j'ai tenu jusque-là, était beaucoup plus intéressant, je trouve, mais bon, c'est aussi tellement subjectif, mais c'est une forme d'écriture qui, moi, ne m'a pas vraiment accroché. Le suivant, Monica Sabolo, Sama. C'est encore un auteur suisse, et c'est encore l'histoire d'une disparition. Cette fois-ci, c'est une jeune fille de 18 ans, 19 ans, qui disparaît lors d'un pique-nique en famille au bord du lac Léman. Il y a des amis, il y a la famille, et tout à coup, cette jeune fille disparaît, et pendant des années, des décennies, on ne la retrouve plus. On ne sait même pas si elle est morte. Elle s'est comme évaporée dans l'air, où plus personne, la police fait une enquête, les parents se démènent pour essayer de la retrouver. On ne la retrouve plus. Et toute cette histoire est racontée par son petit frère Benjamin, qui est beaucoup plus jeune, qui vénère cette grande sœur, et qui n'arrive pas, il a maintenant 35-40 ans, et il n'arrive pas à venir à bout de cette histoire, il n'arrive pas à faire le deuil, il n'arrive pas à comprendre, il est poursuivi par des rêves la nuit, où il voit cette sœur engloutie par les eaux du lac, nageant avec les poissons. Enfin, il a des rêves comme ça oniriques, de très beaux rêves, où il imagine cette sœur. Personne n'en parle, et c'est une famille suisse absolument impeccable. Le père est avocat, bon, c'est typiquement suisse, il s'occupe de défendre des gens qui ont été coupables d'évasion fiscale. La mère est une très très belle femme, mais très froide, un peu glaciale, qui est incapable de montrer ses émotions. Il y a de très belles pages, là-dessus je vais vous en lire un ou deux extraits, où on montre petit à petit, mais tout ça s'est fait d'une façon tellement subtile que cette famille est totalement dysfonctionnelle, alors que ce sont des gens qui sont riches, qui ont une maison au bord du lac, qui font des fêtes splendides, qui sont beaux, et on a l'impression que c'est un monde où tout va bien. Et d'une façon vraiment subtile et très efficace, mais avec tout ça avec du fil très très fin, pas cousu à grosse, avec du fil très fin. Monica Sabolo nous montre que ce n'est qu'une façade, et cette façade s'effrite. Alors on voit par exemple, ce qui est très beau, il explique, Benjamin raconte, donc le garçon, raconte qu'il voit sa mère au téléphone,
Alors il ne dit pas, les parents ne s'entendent pas, il y a du gaz dans l'air, quelque chose ne va pas. Il décrit simplement combien de fois ai-je entendu la voix de maman au téléphone, posée, faussement douce, demandant à quelle heure mon père pensait rentrer. Sa voix, comme un souffle tendu, qui semblait glisser sur les meubles, les pièces, claires, désespérément vides, jusqu'à moi, cachées dans l'embrasure d'une porte. Maman silencieuse, tandis que mon père expliquait des choses compliquées à l'autre bout du fil. Maman fouillant dans son sac à main pour en extraire une cigarette, pour garder son calme, peut-être. Donc, je trouve que ça, sans dire les choses, on sent très vite, on a très vite en lisant une sensation d'oppression, parce qu'on voit que dans cette famille, il y a quelque chose, mais on n'arrive pas à identifier ce que c'est. Il n'y a pas de cri, il n'y a pas de crise de larmes, tout est lisse et plat, et quand même on sent quelque chose de glauque, d'hyper violent sous la surface. Et ça, je trouve que Monica Sabolo le montre très très bien, avec beaucoup de raffinement. C'est une langue absolument magnifique, vous aurez compris, c'est le livre que j'ai préféré, mais alors à 150%. C'est une révélation, je n'avais jamais entendu parler d'elle. Elle écrit tellement bien, c'est aussi très très drôle. Par exemple, Benjamin, qui vit maintenant, qui a été drogué, qui a jamais réussi à avoir une relation avec une femme qui dure, qui vit tout seul dans une chambre minuscule et qui va voir tous les jours un psychanalyste, raconte qu'il rencontre ce docteur Traub, donc son psychanalyste dans la rue, et il dit dans la rue, en regardant le docteur Traub, j'avais ri une sorte de hoquet rageur. Qu'espérions-nous, lui et moi, dans ce cabinet fatigué, avec ses fauteuils en cuir sur lesquels crissaient nos fesses, moi défoncé au médoc et au hache, lui avec ses cheveux fuyants. Que pouvions-nous saisir du mystère de la féminité? Donc c'est à la fois oppressant, très mélancolique, très beau, mais aussi très très drôle. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée. J'ai relu ce livre, on arrive évidemment à la fin, on découvre le secret, ce que je ne vais pas vous révéler parce que peut-être que certains d'entre vous n'ont pas encore lu le livre jusqu'à la fin, mais on découvre le secret de cette famille, un drame épouvantable dont personne n'a jamais parlé, mais que ce petit Benjamin, il avait vu des éclats comme ça, il avait deviné ce qui se passait, il confronte sa mère. Un jour, quand il apprend ce qui s'est passé, il confronte sa mère, et sa mère, ça aussi c'est très beau, elle est assise sur le rebord de son lit, et là non plus, elle ne décrit pas que la mère se sentait, elle ne décrit pas les émotions, elle décrit juste la mère qui lisse la couverture, la couverture du lit de sa main, comme si elle voulait redonner un peu de tenue à cette famille. Et ça, c'est une très très belle façon de décrire ce qu'essaye de faire la mère, parce que pour la mère qui a été complice du père, le monde s'effondre totalement. Donc quand on relit ce livre, on se rend compte que de façon très très subtile, il y a des indices qui sont placés tout au long du récit. Et on se dit, ah oui, il a dit ça, mais on ne le voit pas tout de suite à la première lecture, mais à la deuxième, on voit que le livre est très bien construit, et que Monica Zabolo est un peu comme le petit pousset qui disperse des cailloux tout au long du récit, et quand on arrive au bout, on se rend compte que oui, les petits cailloux vous ont mené finalement à la fin. C'est aussi une enquête, pas policière, mais c'est aussi, oui évidemment, c'est aussi la quête d'un jeune homme qui essaie de savoir ce qui s'est passé dans sa famille. Un très très beau livre que vraiment je vous recommande. Et léger, pas dense, pas lourd, pas moral, très beau. Alors maintenant, Marianne Alecki, Was man von hier aus sehen kann. Celui-là aussi, je l'ai lu en allemand. Marianne Alecki est un écrivain allemand, ou une écrivaine allemande, et qui pendant très longtemps a écrit des romans, et tout à coup, celui-là, et ça c'est vraiment, ça va bien avec l'histoire de Henri Pic aussi, pourquoi un livre tout à coup a du succès, tout à coup celui-là a un succès foudroyant. Il a été pendant, je sais pas, 17 ou 20 semaines, le numéro 1 de la liste du Spiegel, le journal Le Spiegel a une liste qui fait le palmarès des best-sellers. Donc un écrivain qui a complètement percé comme ça, personne ne sait pourquoi. Enfin, on sait, oui, quand on lit le livre, mais enfin, pourquoi celui-là plutôt qu'un autre? Donc c'était vraiment un phénomène de librairie à la Henri Pic, sauf que cette fois-ci, c'est le texte qui a convaincu,
et pas une histoire autour de cet auteur dont on ne sait pas grand-chose, sinon je crois qu'elle vient de Cologne, mais qu'elle vit à Berlin. Alors, il y a peut-être des raisons à ce succès. C'est ce que je me suis demandé tout au long du livre. Si vous l'avez lu, c'est l'histoire donc d'un village dans le Westerwald. Le Westerwald, c'est dans la région de Palatinat, donc un petit village allemand. Alors, je ne sais pas qu'il n'y a pas d'Allemands qui écoutent, mais le village allemand, c'est pas vraiment comme tous les villages du monde. C'est pas là où il se passe des choses extraordinaires. C'est souvent des endroits engourdis, endormis. Et là, ce village est assez extraordinaire parce qu'il y vit des gens qui ont aussi des vies, enfin non, extraordinaires parce que il s'y passe un phénomène incroyable, c'est que quand Selma, la grand-mère de la petite fille qui raconte, Louise, qui raconte l'histoire, voit un okapi, c'est un animal, un okapi, ou rêve d'un okapi, on est sûr que dans les 24 heures, quelqu'un va mourir. Alors, est-ce que c'est... Donc ça part tout de suite comme un conte de fées, comme une histoire, on se rend compte tout de suite que enfin oui, ou à moins d'être très très superstitieux, et par un concours de circonstances que ça arrive chaque fois, c'est plutôt un conte de fées. Et dans ce village vit donc cette grand-mère Selma, qui est assez extraordinaire, qui élève sa petite fille, parce que la petite fille Louise a des parents, le père est voyageur, et le père dit toujours à ses enfants, mais arrêtez, il faut que vous sortiez de ce village. Le père, c'est le monde, c'est la globalisation, c'est la mondialisation, c'est le voyage, c'est l'aventure. Et la grand-mère, c'est cet élément stable dont tous les enfants ont besoin, qui est dans le village, qui est à sa place, qui s'occupe, qui a le temps, etc. Et la mère de la petite Louise a un amant qui lui occupe beaucoup la tête, donc on se rend compte que cette petite fille, la grand-mère, c'est vraiment le point d'ancrage et la sécurité et la stabilité pour cet enfant. Cette petite Louise a un ami, Martine, et Martin, son père est très violent, alcoolique, donc aussi il vient dans une famille plutôt déséquilibrée. Et tous les deux sont élevés et découvrent le monde à travers Selma, donc la grand-mère qui a des qualités de devin, et l'opticien du coin qui est amoureux secrètement de la grand-mère mais qui n'ose jamais lui dire. Et ça c'est très joli comme histoire parce que il n'ose pas lui dire, il essaie à plusieurs reprises, et ces deux-là passent l'un à côté de l'autre comme ça, donc il y a beaucoup d'histoires dans l'histoire. Louise raconte à 3 étapes de sa vie, enfin de l'âge de 10 ans à l'âge de 35 ans, elle raconte la vie de ce village. Alors ce que je me suis demandé, c'est pourquoi un tel succès. Le livre est bien écrit, c'est assez drôle, c'est une écriture qui est très à la mode en ce moment, c'est-à-dire de raconter avec beaucoup de mots, ce qu'on appelle le creative writing, on raconte de façon pas du tout laconique, au contraire avec beaucoup d'images, avec beaucoup d'histoires dans l'histoire. Et je me suis demandé si c'était pas parce que ça se passe dans un village justement. Et ce qui est drôle dans ce livre, c'est que tous les gens sont gentils. Alors ça peut être un peu aussi autant dans l'histoire, dans le livre de Monica Savolo, sous cette idylle au bord riche, propre et ensoleillé au bord du lac Léman, on se rend compte que sous la surface, il y a des choses vraiment très violentes qui marinent, alors que là, il n'y a pas de fond sous-marin. Tout le monde est gentil avec tout le monde, et ça, je trouve ça un peu... Bon, moi, c'est pas mon truc, j'aime bien quand il y a un peu de chair dans les livres. Donc ça m'a un peu... Donc ça se lit comme un conte pour adultes, vous voyez, c'est un peu comme Pippi Langstrumpf pour les adultes, ce qui est vraiment pas désagréable, c'est très distrayant, mais bon, une fois qu'on l'a lu, je sais pas. Je suis sûre que ça vous plaira, je ne dis pas trop de mal, c'est bien fait, et c'est presque trop parfait. Et ouais, voilà, bon, j'ai pas été très convaincue. Voilà le dernier livre, Le prénom de mon oncle. Alors ça, c'est moi qui suis journaliste, c'est un livre qui m'a intéressée parce que c'est un peu ce que je fais, moi, quand j'écris des livres, c'est de partir de la réalité, de faire une enquête, mais d'écrire ça un peu comme un roman. Certainement pas en quittant jamais la réalité, si vous voulez, en ne lâchant jamais les faits, mais en écrivant pas un livre sec et simplement une accumulation de faits, mais en essayant d'en refaire une histoire. Et ça, je trouve que c'est très réussi dans ce livre-là. L'auteur, dont je n'arrive pas à prononcer le nom, je vais l'appeler l'auteur, se sert
pour recomposer l'histoire. On comprend très vite que c'est l'histoire de sa propre famille, pour recomposer l'histoire de sa famille et pour retrouver les traces de ce grand-oncle dont toute la famille dit qu'il est un héros, un type extraordinaire qui a assassiné après la guerre un collaborateur, un dangereux nazi. Enfin, il y a toute une histoire de famille comme ça, et elle essaie de reconstituer cette histoire. Elle s'appuie à la fois sur les récits de famille, elle va voir ses tantes, ses oncles, enfin la famille qui va raconter, elle va voir les amis, la meilleure amie de ce grand-oncle, l'ancienne femme de ce grand-oncle qu'elle retrouve, elle s'appuie sur les journaux, elle s'appuie sur les archives, elle retrouve le compte-rendu du procès, cet oncle a été inculpé après la guerre, donc le compte-rendu du procès, le réquisitoire de l'avocat, et avec toute cette matière, elle essaye de reconstituer l'histoire de ce grand-oncle. Et vous savez que la raison pour laquelle elle cherche, c'est que sa grand-mère lui donne un jour une bague et lui dit « Je te donne cette bague, c'était la bague de ton oncle Franz, mais en échange, il faudra que tu appelles ton premier garçon Franz. » Alors, donner le prénom d'un ancêtre à un enfant, on ne le fait plus de nos jours. Hein. Dans le temps, on donnait toujours à son fils le prénom du père ou le prénom d'une tante qui était morte. C'est toujours quelque chose de... C'est un sacré fardeau pour un bébé d'avoir le nom comme ça de quelqu'un qui est mort. Dans ce cas-là, d'autant plus que la narratrice ne sait absolument pas qui était ce Franz. Et elle dit, elle dit à un moment donné, au début du texte, si je veux, il faut que je sache... évidemment, je ne peux pas mettre ça sur les dos de mon enfant, il faut que je sache qui il était, et j'aimerais donner à mon enfant le prénom d'un héros qui le guide dans la vie, qui lui donne des indications sur la façon dont il puisse être fier, vous voyez. Et donc elle se met à la recherche de cet oncle Franz. Je trouve ça très intéressant parce que c'est aussi un livre sur l'histoire des Pays-Bas, donc les Pays-Bas comme la France, j'imagine comme la Belgique, des endroits qui ont été... annexé par l'Allemagne. Moi, ça me rappelle beaucoup l'histoire de la France, et où, après la guerre, en France, on a fait croire que 50 millions de Français avaient été des résistants, que personne n'avait collaboré, que c'était un peuple extraordinaire. J'imagine qu'aux Pays-Bas, ça devait être un peu la même chose. Et là, elle travaille donc cette histoire des années 50, jusqu'en 68, des années 60, où tout à coup on a commencé à parler, à ouvrir les placards, à regarder ce qui s'était vraiment passé. Ça a mis du temps, les Allemands l'ont fait plus vite que les autres, en France on a mis beaucoup de temps. Je ne connais pas la Belgique, mais j'imagine que ça a dû être très lent aussi. En tout cas, là, l'histoire particulière de cet homme, où on se rend compte que finalement il n'était pas si héroïque que ça. C'est très vague, il a assassiné 3 autres personnes, enfin au lieu d'en tuer une seule personne, il a tué 2 innocents dans la foulée, il n'a jamais regretté, enfin vous lirez le livre, mais on se rend compte que du coup, qu'est-ce qui va se passer à la fin du livre, quand le bébé naît, évidemment, cette jeune femme ne l'appellera pas Franz, elle va lui trouver un prénom à lui, un prénom où il sera libre de vivre sa vie, et surtout pas lui mettre comme ça une hypothèque sur le dos avec le prénom d'un homme qui a eu finalement une action assez louche. Alors ce que je trouve vraiment intéressant dans cette histoire-là, c'est la façon dont elle s'acharne à démonter une illusion familiale comme ça. Il y en a dans toutes les familles. Des gens qui sont des secrets de famille, des histoires, des héros, des gens comme ça qu'on magnifie et dont on ne sait pas exactement ce qu'ils ont fait. Et c'est vrai que les familles, c'est un sacré creuset d'histoires pas claires et un peu louches. C'est un peu comme le téléphone arabe. Il y en a un qui raconte à l'autre, et puis quand l'histoire vous arrive 3 générations après, on ne sait plus du tout quelle était la vérité, et puis il y a toujours, et généralement c'est les petits-enfants, un qui dit moi je veux savoir ce qui s'est passé. Moi je sais parce que ça m'est arrivé avec l'histoire, j'ai écrit l'histoire de ma famille, et c'est ce que j'ai fait aussi. Et il faut, je crois, que ce soit, si vous voulez, quand vous êtes enfant, et que vous demandez, vos parents à vous aussi, commencent à interroger leurs parents sur ce qu'ils ont fait pendant la guerre. C'est très très proche. Alors que je suis sûre que si vous demandiez à vos grands-parents qu'est-ce que vous avez fait pendant la guerre, comment c'était, vos grands-parents se livreraient beaucoup plus à vous. Parce que la distance, si vous voulez, biologique, fait qu'on peut se rapprocher d'eux. Les grands-parents ne se sentent pas si gênés, c'est gêné d'avouer à ses enfants ce qui s'est passé, ou même si on n'a rien fait de mal, c'est compliqué. Alors que plus la génération s'éloigne, plus c'est facile de parler. Et là, effectivement, c'est ce qui s'est passé. Elle, c'est la petite fille ou la petite nièce, et elle arrive beaucoup plus facilement à parler aux gens de sa famille qui se livrent à elle.
Et ça m'a rappelé un livre, un excellent livre d'un sociologue allemand qui s'appelle Harald Wetzler, qui a écrit ce livre Opa war kein Nazi, grand-père n'était pas un nazi, où il explique les mécanismes de la magnification des histoires familiales. C'est-à-dire, même sans vouloir mentir, on finit par arranger les faits, et le grand-père en question, qui était un nazi avoué, au bout de plusieurs générations, on ne se rend plus compte qu'il était nazi. On a tellement arrangé les faits sans même vouloir mentir, vous voyez. Et c'est très très intéressant, très fin ce livre, où on explique comment ces architectures de mensonges se construisent dans les familles. Donc ça, je trouve que c'est un livre, si vous vous intéressez à l'histoire, si vous vous intéressez à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, ça se lit, je crois que je l'ai lu en une soirée, enfin je suis sûre que je l'ai lu en une soirée, on ne lâche pas des mains, c'est très intéressant, très bien. Voilà. Bon, ben, j'espère que ça vous aura envie donné envie de les lire pour ceux qui ne les ont pas lus. J'espère que vous ferez un choix judicieux. Je me réjouis de voir quel est l'auteur que vous avez préféré. J'ai aucune idée. J'ai quelques pistes. Je me dis, bon, parce que j'ai des enfants à peu près de votre âge, je me dis, oui, j'imagine ce qu'ils pourraient aimer. Mais bonne chance, travaillez bien, posez-vous toutes les questions nécessaires, et puis sortez de cette crise bien en bonne santé, et j'espère en liberté bientôt. À bientôt.